La raison pour laquelle j'ai décidé de témoigner au bout de 20 ans d'exercice, une des raisons principales, c'est que j'ai depuis 20 ans tout entendu sur ma profession. Le pire et le meilleur, et surtout un petit peu n'importe quoi. Et je témoigne parce que j'ai envie de faire partager et d'expliquer ce qu'est la voyance. Alors, ce qu'est la voyance, les gens savent un petit peu ce que c'est, mais surtout ce qu'est un voyant. Hein, alors, ce témoignage est mon témoignage, hein, il m'est propre. D'autres voyants vous exprimeront les choses d'une manière un peu différente, mais voilà, parce que souvent, aux yeux du grand public, on est des charlatans, des escrocs, enfin des gens qui n'auraient absolument aucun don, aucune faculté. Et beaucoup de personnes pensent que l'on abuse d'être faible psychologiquement. Alors, détrompez-vous, parce que parmi les consultants, il y a très peu d'êtres faibles psychologiquement. Hein. On reçoit en consultation toute couche de la société, tout niveau intellectuel, et le but n'est pas de rencontrer des gens pour les abuser. Voilà, c'est absolument pas le but. D'ailleurs, quand on rencontre quelquefois, ou quand je rencontre quelquefois des gens psychologiquement faibles, j'essaie de leur expliquer qu'ils n'ont rien à faire dans mon cabinet et que leur place est plutôt dans le cabinet d'un psychiatre ou d'un psychologue et qu'ils ont plus besoin d'une thérapie, de soins que de venir rencontrer un voyant. Ça, c'est vraiment important. Alors c'est vrai, oui, nombre de détracteurs disent que ben oui, qu'on n'aurait pas de don. Alors c'est curieux parce que quand même l'homme, depuis la nuit des temps, a toujours consulté. Quelle que soit sa culture, quelles que soient ses origines, il a toujours consulté chaman, cartomancien, voyant, sorcier, devin, afin de connaître son avenir. Dans tous les moments difficiles de sa vie, l'homme a toujours été tenté, même ceux qui n'y croient pas, hein, ont toujours été tentés à un moment donné ou à un autre d'aller consulter. Hein, et on pense et on a pensé que dans cette société matérialiste, c'était des croyances d'un autre âge. Mais ce monde est en train de faire ressurgir des signes et des comportements dont nous pensions nous être affranchis depuis longtemps. Euh, la voyance, le chamanisme, le développement personnel n'a jamais autant captivé nos contemporains. Quoi, hein. Ça, c'est quelque chose qui en ce moment captive absolument, absolument. Beaucoup de gens se disent ne pas y croire et, et énormément de gens viennent nous consulter. Personne n'y croit, mais tout le monde y va. D'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant pour nous, c'est que d'un autre côté, c'est qu'un certain nombre de chercheurs, de scientifiques et de médecins commencent à s'intéresser un peu plus sérieusement à ces sciences que l'on pourrait considérer comme paranormales ou occultes. D'ailleurs, ce n'est pas une science. La voyance n'est absolument pas une science. Je dirais plus peut-être que c'est un art, mais pas une science, parce que ce n'est pas reproductible à l'infini, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cours de voyance où l'on peut apprendre des techniques infaillibles pour exercer cette profession. Euh, voilà, donc c'est assez fondamental, quoi. Hein. L'homme, l'être humain, s'est toujours posé ces questions absolument existentielles et il est sans cesse contraint psychologiquement aux mêmes pulsions, aux mêmes oscillations. Il est toujours dans l'angoisse et dans la confusion. C'est une des raisons pour laquelle nos métiers en ce moment ont autant de succès. Oui, alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est voir, ce qu'est un voyant et comment cela se manifeste aussi bien au quotidien que lors des consultations.
D'abord, contrairement à un certain nombre de mes confrères, où ce don est apparu quelquefois lors d'un choc émotionnel, lors d'une émotion vive, lors d'un très gros bouleversement de leur vie, moi, ce don a toujours fait partie de moi-même, je suis né avec ce don et avec cette faculté, donc pendant les premières années de ma vie, j'ai vécu sans réellement savoir que j'avais un don, quoi, hein, parce que, étant enfant, on pense que tout le monde est comme soi, que ce que l'on voit, ce que l'on ressent, euh, c'est le lot de tout le monde et que les adultes n'en parlent pas, ça fait partie d'une espèce de non-dit collectif où personne n'en parle. Donc, les premières visions conscientes sont assez perturbantes, hein, parce que on voit beaucoup, on voit énormément de choses et on voit sur tout le monde, hein. Parce que même si on voit quand on est enfant, ça reste très modéré, on est plutôt perturbé. Mais après l'adolescence, là, il y a vraiment eu chez moi des moments où je voyais absolument constamment, en permanence, pour tout le monde. Et là, c'est très perturbant, c'est un flot d'images, un flot de sensations complètement désordonné et qui vous perturbe profondément, quoi. Euh, les clichés s'imposent à vous, voilà, voilà. D'autant plus que quelquefois, ces clichés de voyance, ces visions, on pourrait penser que ce sont les signes cliniques d'une maladie mentale, par exemple. Parce que les symptômes de la schizophrénie ou de névrose ou de psychose profonde peuvent être tout à fait similaires aux flashs de voyance et aux sensations. Et d'ailleurs, quand nous, voyants, on dit voir, le terme voir ne doit pas se comprendre au sens étymologique du dictionnaire. Euh, c'est un ensemble de sensations diverses et variées qui passent aussi par tous les sens. Ça peut être entendre, ça peut être sentir, c'est ressentir, c'est voir des couleurs, des odeurs, c'est sentir des odeurs, voir pour un voyant, c'est un ensemble de sensations. C'est des angoisses, c'est des angoisses. C'est des angoisses au contact de quelqu'un, vous êtes d'un seul coup angoissé, très angoissé, vous ne savez pas pourquoi. Alors après vous comprenez, vous savez, parce qu'il va arriver un drame à cette personne, ou voilà, ça se passe comme ça. Et alors lors de la consultation, bien sûr, vous avez ce flot de sensations qui arrive. Et suivant le consultant que vous avez devant vous, il y a des consultations, c'est plus des flashs visuels que vous avez. D'autres, ce sont des sensations physiques. Quelquefois, des malaises vous envahissent, hein, quand quelqu'un, par exemple, moi j'ai vu quelquefois, quand quelqu'un a eu un souci de santé, par exemple, important, je peux avoir mal à l'endroit où il va avoir le souci de santé, par exemple, hein. Et c'est aussi une foule d'images désordonnées, confuses, qui se déversent devant vous sans ordre chronologique. C'est d'une manière totalement désorganisée et très décousue. Alors c'est à nous d'organiser les flashs pour essayer de les retransmettre à votre consultant, hein, d'essayer de faire le tri, et d'essayer d'exprimer avec des mots ce que l'on ressent et ce que l'on voit. Donc, déjà, il y a une interprétation. Par rapport aux flashs qui sont, entre guillemets, je dirais, bruts, le fait de les exprimer au consultant, c'est déjà une interprétation. Donc, il peut y avoir un certain nombre d'erreurs dans l'interprétation que nous, on va en faire. J'ai commencé d'ailleurs ce métier très jeune et les premières consultations sont assez terribles, quoi. On a véritablement le trac, on a très très peur. C'est pas de ne pas voir qu'on a très peur, c'est qu'on ne sait pas structurer sa consultation. C'est pas. Et il n'existe d'ailleurs aucune école, aucun cours pour apprendre à gérer une consultation, hein. Ça, c'est quelque chose qui fait partie du domaine de l'intuition et ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Et puis aussi, après la consultation, on est quand même troublé par ce que l'on voit, hein, troublé par
par les consultants qui sont en face de vous, par ce qui va leur arriver. Et c'est arrivé plus d'une fois où vous vous dites le lendemain, je ne recommence pas, quoi. Demain, ça y est, c'est fini, j'arrête. J'arrête ce métier, je n'en peux plus, c'est infernal, on est pollué par ce que l'on a vu la journée, et puis on ne se sent pas capable de recommencer une nouvelle journée avec d'autres consultants. Et puis ça s'arrête, et puis on s'habitue, on apprend à oublier, et on s'habitue très bien, quoi, hein, on s'habitue très très bien, quoi, hein. Ce qui est quelquefois un peu plus difficile, c'est dans la vie privée, hein, parce que dans ma vie privée, mes proches me disent que je suis sans cesse dans l'anticipation, parce que on voit pour soi, hein, on voit pour soi. Pas aussi clairement que pour le consultant, hein, mais on sait, on sent ce qui va arriver, on sent quand il va arriver un drame, et on le sent quelquefois très longtemps en avance. Donc c'est excessivement ennuyeux et embêtant pour la personne les personnes qui se trouvent autour de vous. D'ailleurs, j'avais un de mes consultants un jour qui me posait la question et qui me dit mais comment vit votre entourage le fait que vous soyez voyant? Je lui ai répondu c'est simple, hein, ils ne le vivent pas, ils le subissent. C'est vrai. Et puis, non seulement il y a la voyance, comme je vous dis tout à l'heure, à gérer, il y a aussi le fait qu'on ne sait pas structurer une consultation, quoi. On apprend avec le temps à gérer ce don, à apprendre à voir que lorsqu'on est en consultation, et essayer de moins voir en dehors. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, en faisant des exercices, et c'est quelque chose qui met énormément de temps à se maîtriser. Pour bien maîtriser, à la fois savoir gérer une consultation et bien maîtriser les flashs de voyance, bien sentir les choses, il faut 10 ans d'expérience, hein. C'est 10 ans de consultation pour commencer à être à l'aise, pour être assez à l'aise dans ses consultations. La première chose qui est importante quand vous recevez quelqu'un, c'est la prise en charge psychologique. Immédiatement, vous devez savoir ce que vous pouvez dire ou ne pas dire à votre interlocuteur. Ça, c'est très important. Très très important, et bien déceler si la personne qui vient vous voir n'a pas des troubles psychiatriques profonds. Dans ce cas-là, elle n'a rien à faire dans votre cabinet, quoi. Il faut l'orienter rapidement vers un médecin. Vers un médecin. Pour bien consulter, il est important d'avoir une attitude neutre. Il faut être absolument détaché, ne pas avoir d'inquiétude personnelle, ne pas avoir de soucis, et d'être totalement disponible pour votre consultant. Ça, c'est important, et les meilleures consultations que vous faites sont celles qui se font lorsque vous voyez la personne pour la première fois. Parce que là, vous savez que ce que vous allez voir, c'est de la voyance pure, et vous pouvez lui livrer, je dirais, assez facilement ce que vous allez voir. Vous n'êtes pas influencé par ce que vous pouvez connaître de sa vie. Et voilà, les voyants, comme je vous disais tout à l'heure, la voyance, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est plutôt quelque chose peut-être d'un peu artistique, hein, c'est-à-dire que comme certains artistes, eh bien, on a nos moments de grâce où on voit très bien, où c'est très facile, où c'est très fluide, et puis on a nos mauvais jours, nos mauvais moments. Nous ne sommes pas des machines à voir l'avenir, hein. Nous ne sommes pas toujours égaux dans nos consultations, et puis on est absolument comme tout le monde, hein. On est des individus qui va tous les jours travailler avec une joie de vivre extraordinaire. Eh bien, il y a des matins, on va consulter avec un peu plus de difficulté, parce qu'on est un peu fatigué, on a moins envie, on n'a strictement rien de supérieur aux autres êtres humains. On est des individus exactement comme les autres, avec les mêmes angoisses, les mêmes impressions, les mêmes soucis, et voilà.
les mêmes faiblesses, hein. On n'est ni supérieur. Ce don, entre guillemets, n'est simplement qu'une faculté supplémentaire, hein, tout simplement. Alors, aussi, avec le temps, on élabore des techniques un petit peu de concentration, hein. C'est-à-dire que moi, je ne commence pas mes consultations comme ça, hop, voilà, la personne arrive et ça y est, c'est parti, hein. Il y a un moment de concentration au préalable et de méditation qui est indispensable, qui est totalement indispensable pour se mettre en état de réceptivité extrême, hein. Et pour pouvoir atteindre cet état de réceptivité, j'ai un certain nombre de techniques qui me sont propres, hein, notamment basées sur des techniques un peu respiratoires et des techniques de méditation, hein, des techniques de méditation, des techniques respiratoires, hein. Et d'ailleurs, c'est absolument indispensable aussi, après avoir fait votre journée de consultation, d'avoir un temps de décompression où vous êtes seul, où vous êtes où là aussi il y a un temps de méditation, un temps de respiration, de prière quelquefois même, hein. Ça c'est quelque chose que j'évoquerai peut-être un peu plus tard, mais un temps de prière, c'est pour moi quelque chose d'essentiel, d'absolument essentiel. Cet isolement et ce recueillement après les consultations est absolument essentiel. Mais aussi, on a aussi besoin quelquefois de moments de solitude et d'isolement, hein. Pour moi, la voyance, je ne pourrais pas exercer ce métier si j'étais constamment entouré de bruit, brouhaha. J'ai besoin de longs moments de silence, de solitude et d'isolement, hein. Il faut travailler et entretenir ce don un petit peu comme un entraînement de sportif d'ailleurs, hein. Il faut s'entraîner à voir, il faut voir tous les jours. Et plus vous êtes entraîné à voir, plus vous voyez facilement. C'est une sorte de mécanique, c'est une sorte de gymnastique de l'intellect et de l'esprit qui est absolument nécessaire. Et puis il faut aussi lire, se cultiver, s'ouvrir, regarder, s'intéresser. C'est très important, c'est très important pour pouvoir exercer pleinement son métier, quoi. Et c'est un métier où on apprend absolument tous les jours en consultant, chaque consultation est différente, parce que chaque personne que vous rencontrez sont des individus, et nous sommes absolument tous différents, donc chaque consultation est différente, hein. Chaque fois que l'on démarre une journée de consultation, on rencontre des situations différentes, des individus différents, et à chaque fois c'est légèrement différent, quoi. D'ailleurs, c'est aussi l'intérêt de ce métier, parce que on ne rentre pas dans la monotonie, quoi. Le droit de tout dire en consultation est une question excessivement délicate. Tout d'abord, quand un consultant rentre dans votre cabinet, il faut le sentir, comme je vous ai dit, psychologiquement. Et le sentir, c'est en un instant être capable de déceler si lui-même est capable de tout entendre. Parce que quand on vient consulter un voyant, il ne faut pas se dire il va me dire que les bonnes choses. On vient consulter pour le meilleur et pour le pire. Et dans la mesure du possible, il faut essayer de donner à son consultant un maximum d'informations. Beaucoup de mes consultants disent, vous savez Laurent, il faut tout dire. C'est moi, seul, qui juge si je peux absolument tout leur dire ou pas. Ça fait partie c'est une partie essentielle du travail. Déterminer si la personne que vous avez en face de vous est apte psychologiquement à tout entendre. Et pour ne rien vous cacher, il m'est arrivé quelquefois de ne pas tout dire, bien sûr, de ne pas tout dire, heureusement. Vous voyez, vous rencontrez des gens lors de consultations, ils sont
tellement perturbés, où il va leur arriver des choses, une succession d'événements tellement dramatiques que c'est presque impossible de leur dire. C'est quasiment impossible de leur dire. Alors, il y a différents types de consultations, hein. Il y a aussi des gens qui atterrissent dans votre cabinet et puis qui vont vous dire il faut tout me dire, et vous voyez très bien et vous décelez très vite que psychologiquement ou psychiquement ils vont très mal, ils vont pas bien, et que ils n'ont absolument rien à faire dans le cabinet d'un voyant, et il faut qu'ils aillent plutôt consulter soit un psychologue, soit un psychiatre, hein. Donc ces gens-là, on les raccompagne gentiment, et puis on leur conseille d'abord d'aller consulter psychiatre ou psychologue. Mais quand même, dans la majeure partie des cas, heureusement, et il faut donner un maximum d'informations à son consultant, hein, dans la mesure du supportable. Et il faut quand même toujours garder à l'esprit que l'on consulte pour connaître son avenir, quoi. Et puis, il y a quelquefois, c'est quelquefois assez difficile une consultation parce que euh, on ne se comprend pas toujours. Nous parlons la même langue, bien sûr, mais le langage, les mots, les expressions n'ont pas le même sens, la même sens et la même signification pour tout le monde, suivant le degré d'éducation, suivant le niveau social, suivant l'émotivité, suivant le degré d'étude. Le consultant est plus ou moins réceptif à ce que vous allez lui dire et va plus ou moins bien comprendre ce que vous allez lui exprimer. Bien sûr qu'en 20 ans d'exercice, il y a eu des consultations troublantes. La majeure partie des consultations, on ne s'en souvient pas. On ne s'en souvient pas, d'abord parce que quand on est dans l'état de voir, on est en quelque sorte dans un état un petit peu second, où les images, les sensations, les impressions défilent excessivement rapidement, hein, lors de la consultation, et puis le consultant part, et puis soit la journée finit, soit on passe à une autre consultation. Mais il y a eu au fil de cette carrière des consultations excessivement troublantes ou éprouvantes. Notamment de mes premières consultations, enfin pas tout à fait de mes premières consultations, mais c'était les premières fois que l'on venait me trouver pour retrouver quelqu'un qui avait disparu. C'était en l'occurrence de jeunes femmes qui avaient disparu depuis quelques jours, et je connaissais un petit peu leur maman, et elle vient me voir pour pouvoir savoir ce qui était advenu de sa fille. Donc pendant ce type de consultation, en ce qui concerne les gens qui ont disparu, il est très très rare que les flashs précis passent pendant le moment même de la consultation. Les flashs et les informations viennent plutôt dans les heures qui suivent, voire le lendemain. Pour quelle raison? Ça, je n'en sais strictement rien, mais avec l'expérience, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais aussi, quand la personne vient me voir pour me dire qu'un membre de sa famille proche a disparu ou a été enlevé, je sais si je vais voir plus ou pas. Quelquefois, je dis à mon consultant, non, je suis désolé, je ne verrai rien. Je ne verrai rien de plus. Donc, allez rapidement consulter un de mes confrères ou une de mes consoeurs qui, lui, vous donnera peut-être plus d'informations. Mais en l'occurrence, quand je dis à mon consultant, oui, je sais que je vais voir plus, mais pas maintenant. Donc à ce moment-là, je demande à la personne qui est en face de moi de me confier une photo, et puis je la mets simplement dans ma poche. Et dans les heures, quelquefois le lendemain, rarement plus longtemps, j'ai des informations, et à ce moment-là, je les communique à la personne
qui a fait la demande, qui a fait cette demande. Donc là, en l'occurrence, cette maman vient, et puis là aussi, je ne vois rien de vraiment précis, à part que elles n'avaient pas été enlevées, qu'elles étaient en bonne santé, et qu'elles n'avaient pas l'intention de revenir, que c'était réellement bien une fugue et pas un enlèvement. Donc voilà, elle me laisse une photo de sa fille, et puis elle me rappelle le lendemain soir. Et le lendemain soir, alors que nous étions au téléphone, j'avais la photo sous les yeux, et je vois précisément qu'elle se trouvait à La Rochelle, sur le port de La Rochelle. Alors je dis à la maman de passer me chercher, et puis qu'on allait aller les ramener, quoi. Alors c'est un peu curieux, parce que entre le moment où j'ai cette maman au téléphone, et puis qu'elle passe me chercher pour qu'on aille à La Rochelle, là je retombe dans l'état de conscience, quoi. Et je me dis, d'accord, on va à La Rochelle, mais La Rochelle c'est grand, je vais les retrouver comment? Mais je n'étais pas soucieux, je n'étais pas soucieux, mais vous voyez, on retombe dans l'état de conscience. Donc dans l'état de conscience, on se pose beaucoup plus de questions que lorsque l'on en est en état de voyance. En état de voyance, on voit les choses, on dit les choses, sans s'en rendre compte, sans avoir la conscience même de ce que l'on raconte quelquefois. Alors, j'habite à peu près 150 km de La Rochelle, donc entre le moment où elle vient me chercher et puis l'instant où on arrive à La Rochelle, il s'écoule un certain nombre d'heures. On arrive à La Rochelle, et puis je sens, je sens qu'il faut s'arrêter à un endroit et qu'il faut rentrer dans un bar. Donc on s'arrête, on se gare, on rentre, et elle y était. Donc c'est une consultation aussi très troublante pour moi, parce que euh, je ne sais même pas comment ça a fonctionné. Je me suis senti totalement guidé. Voilà. Et souvent, dans ce genre de consultation, c'est comme ça que ça se passe. On se sent totalement guidé, et on n'est absolument pas conscient de ce que l'on raconte, hein. Quand on en est conscient après coup, on en est soi-même un peu étonné. Donc voilà, ça c'est une consultation, c'était parmi les premières consultations que j'ai fait il y a une vingtaine d'années. Depuis, j'ai retrouvé un certain nombre de gens disparus. Heureusement d'ailleurs que ce n'est pas toutes les semaines qu'on vient vous trouver pour ce type de consultation, parce que c'est une pression importante, c'est une tension importante, et ça serait purement et simplement infernal, quoi. Ça nécessite quand même qu'on est dans un état d'inconscience, on déploie une énergie considérable, et dans les moments de lucidité, entre les moments où l'on voit, on est excessivement inquiet, soucieux. Et oui, bien souvent, la vie d'un être humain est en danger, et il faut faire vite. Il faut faire vite, et en même temps, on ne peut pas aller plus vite. Ça, c'est très ennuyeux, parce que on sait qu'il faut faire vite, parce que les gens que vous avez en face de vous sont anxieux, sont impatients, ils ont absolument envie de retrouver la personne qui a fugué ou qui a disparu. Mais vous ne pouvez pas provoquer les flashs. Vous ne pouvez pas provoquer les flashs, il faut que ça vienne naturellement, et quelquefois il y a des incompréhensions profondes entre le consultant et moi. Alors bien sûr, oui, il y a eu un certain nombre de consultations troublantes aussi, parce que vous avez aussi des individus qui arrivent dans votre bureau, qui sont totalement dépités, qui sont dans des situations aussi quelquefois catastrophiques, qui arrivent avec des problèmes très graves, insurmontables, et quelquefois vous voyez que ça ne va pas s'arranger. Donc c'est très troublant pour nous, très perturbant, très inquiétant. Euh, les voyants, nous sommes quand même des êtres excessivement sensibles, émotifs, et on est forcément touché par le malheur de vos concitoyens, forcément très touché. Alors on ne le montre pas toujours, bien sûr, j'essaie de ne pas le montrer, de ne pas faire ressentir à mon consultant que je suis troublé ou perturbé par sa situation. Mais oui, il y a des consultations qui marquent énormément. Énormément. Et je me souviens là d'une consultation beaucoup plus récente, hein, il y a 2 ou 3 ans, là aussi, pour quelqu'un aussi disparu. C'était un homme qui avait disparu. On m'appelle pour me dire qu'on voulait me consulter rapidement, parce que
un homme avait disparu j'étais occupé cet après-midi-là et je donne le rendez-vous pour le soir après mes consultations en disant à la personne venez ce soir avec une photo et je vous dirai ce que je vois et ce qu'il en est. Je vois arriver le soir même, pas la femme qui avait pris contact avec moi l'après-midi, mais un jeune homme. Un jeune homme qui m'a paru très jeune, il avait peut-être 25 ans, mais il m'a paru très jeune, et il me tend la photo de son père. Et là, pour moi, ça a été terrible parce que j'ai tout de suite vu que son père était mort, était décédé, et il fallait malgré tout annoncer à ce jeune homme que son papa était décédé et lui donner les informations pour le retrouver. Alors là, c'est très dur parce que je pensais sincèrement que c'était sa femme, la femme qui allait venir, et là il faut annoncer à ce garçon que son père est mort. Que son père est mort. Voilà. Donc je lui ai annoncé. Quelque temps après, comme je l'avais dit, ils ont retrouvé le cadavre de cet homme à l'endroit où j'avais précisé. Et c'est des consultations, oui, très éprouvantes et très marquantes, d'un point de vue émotif. Pour ma part, oui, je crois en Dieu. Je ne pouvais pas concevoir cette profession sans avoir un sentiment religieux. D'ailleurs, le sentiment religieux fait partie de moi depuis toujours, d'ailleurs, hein, bien avant même, je me suis rendu compte que je possédais cette faculté de voir. Hein. Depuis toujours, j'ai été attiré par Dieu, par les religions, voilà. Alors que dans ma famille, il n'y avait pas un sentiment religieux très développé. Hein. Je n'ai pas fait ma communion dans un premier temps. J'ai fait cette communion très tard, à l'âge adulte, parce que pour moi c'était quelque chose d'important. C'était quelque chose d'important et cette relation à Dieu est importante. Je me suis toujours intéressé aux religions et ce qui m'a plus particulièrement intéressé, ce sont les religions primitives. J'ai fait des recherches pendant de nombreuses années sur les religions animistes du monde entier. Quand on fait ce type de recherche, on se rend très vite compte qu'il existe des mythes, des rites, des conceptions à la fois religieuses qui sont communes à tous ces peuples dits primitifs. Alors bien sûr, il y a des nuances, suivant les ethnies, suivant les continents, il y a des nuances, mais le fond même, il y a un tronc commun. Donc, peut-être que l'homme est religieux génétiquement, et peut-être qu'il existe en fait une espèce de religion magique universelle. Et je me suis aussi intéressé à ces peuples primitifs parce que je pense qu'à travers ces peuples dits primitifs et leur religion, on retrouve ce que nous étions, nous, il y a plusieurs milliers d'années. Et ce sentiment est aussi partagé, par exemple, par un paléontologue qui s'appelle Jean Clotte, quand il parle du chamanisme pariétal, par exemple. Voilà. Il existe des grottes où il y a des peintures et des gravures qui auraient été effectuées par des chamans en l'état de transe. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est l'origine même de l'homme religieux, enlevé de tous ses artifices, enlevé de toutes les modifications de nos religions contemporaines, c'est l'homme religieux à l'état brut. Mais tout ça, comme nous l'avons dit, fera sûrement le sujet d'un autre entretien. Voilà, et où je vous parlerai de ces religions primitives et de la voyance à travers divers continents.